Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Moi personnellement je pète la forme et j'ai envie de te retrouver aujourd'hui sur un sujet un petit peu particulier pour te montrer comment tu peux devenir plus fort. Et oui, on rentre dans un vaste sujet, le sujet du développement de la force et ses différents mécanismes. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ma chaîne pour avoir plus de vidéos du style. C'est grâce à ce genre de petites attentions que je peux te proposer de plus en plus de contenu comme ça et que j'ai de plus en plus envie de le faire. Donc n'hésitez pas à m'encourager en likant, commentant et en partageant cette vidéo à tes amis. Je tiens à préciser avant de rentrer dans le vif du sujet que cette vidéo est une vidéo d'introduction aux méthodes de force et au développement de la force. Si ça vous intéresse, on aura des sous-parties, donc d'autres vidéos pour aller chercher un petit peu plus en détail les méthodes concentriques, les méthodes excentriques, la pliométrie, etc. etc. Et ce n'est que le début des choses sérieuses concernant les méthodes de force. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux déjà apprendre quelles sont les bases, comment développer ta force, de quoi la force maximale est-elle composée et bien plus encore. Tout d'abord, il faut déjà replacer ce qu'est la force. Donc la force en musculation, c'est la capacité d'un muscle à exercer une force contre résistance. La force étant donc une capacité à faire bouger une charge d'un point A à un point B avec la charge la plus élevée possible. On rentrera un peu plus en détail sur les différences entre la force maximale, la force relative et la force absolue, sûrement dans les prochaines vidéos, mais écoute bien les bases qui suivent. Maintenant qu'on sait que la force c'est une capacité à faire bouger une charge la plus élevée possible d'un point A à un point B, on va voir les trois différents facteurs de développement de la force. Le premier facteur clé de développement de la force, c'est les facteurs structuraux. Et oui, la taille de vos muscles, donc de la structure qui permet d'exercer de la force, a un rôle très important à jouer dans la production de force. La composition du muscle joue grandement sur la capacité de force. Donc oui, on peut dire qu'il n'y a pas réellement de gonflette. L'hypertrophie musculaire sert bien à quelque chose. Il y a des gens qui maximisent leur système nerveux pour des efforts de force. Ça, on verra un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais la gonflette n'existe pas. Des gens qui ont des gros muscles et qui ne savent pas s'en servir, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est très musclé sera forcément plus fort que 90% de la population lambda, et si cette personne apprend à optimiser son recrutement nerveux, et ben là effectivement vous aurez de grandes chances que cette personne soit vraiment très forte. La taille des muscles compte, sa composition compte et le recrutement joue énormément sur la production de force. Donc une grosse importance des facteurs structuraux comme base pour la force. Effectivement, ça s'explique de façon très simple. Si vous avez une tranche musculaire vraiment très fine et que vous ne la développez pas, vous aurez un potentiel de force qui sera forcément limité. Par contre, maintenant, si vous avez des fibres qui sont plus grosses, plus de fibres, ça reste à prouver encore, vous aurez potentiellement un gain de force à exploiter par la suite. Ce qui nous amène sur les facteurs clés du développement de l'hypertrophie. On fait un rappel très simple et bref là-dessus. Premier facteur, le stress mécanique, c'est-à-dire l'augmentation déjà progressive des charges, mais l'augmentation de la charge, travailler avec une charge conséquente, un temps sous tension adapté. Donc forcément, si vous faites des séries trop courtes, pas de développement de l'hypertrophie en masse. Si vous faites des séries trop longues, ça reste à prouver aussi, on passe un peu plus sur de l'endurance musculaire. Mais voilà, un temps sous tension et un stress mécanique adapté déjà à la prise de volume musculaire. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, j'ai fait des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir un peu plus bas sur ma chaîne. Et le dernier facteur, le facteur du stress métabolique, c'est-à-dire l'ensemble des conditions liées à l'intensité, au temps de récupération et à des séances optimales pour pouvoir provoquer l'hypertrophie musculaire. Le deuxième facteur, c'est le facteur nerveux. Et oui, le recrutement des unités motrices a un rôle très important dans la production de force. Mais ça, je pense que tu t'en doutais un petit peu plus que la masse musculaire, puisque la masse musculaire, on va dire que c'était controversé dans des discussions très courantes que tu peux avoir. Ouais, lui, t'as vu, il est gros, il soulève pas beaucoup, nanana, moi je suis tout fin, mais je suis nerveux, bref. On a tous déjà entendu ça. Là, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on est plus sur l'idée qu'il y a un entraînement à faire sur le recrutement des unités motrices. Donc la capacité du système nerveux à envoyer des influx suffisamment importants pour recruter de plus en plus de fibres musculaires et leur donner une capacité contractile toujours plus forte
pour permettre à ton corps de soulever la charge du point A au point B de façon toujours plus rapide. Qui dit plus de vitesse dit forcément plus de force maximale, donc finalement on passe d'une charge qu'on arrive à déplacer de plus en plus vite à une charge plus lourde qu'on arrive à déplacer forcément du point A au point B sans trop de soucis si le travail a été fait correctement. En termes de recrutement nerveux, ça c'est des choses qui prennent du temps avec des méthodes bien précises, avec les différentes méthodes de force qui existent, ou alors avec des trainings hybrides. Ça on rentrera sûrement dans les détails. Si tu veux une vidéo sur le training hybride axé sur la prise de force, n'hésite pas, mets-moi ça en commentaire et moi je me ferai un plaisir de la tourner pour toi. Donc l'influx nerveux, ça c'est quelque chose qui est, on va dire, très localisé sur un muscle en particulier. Maintenant il y a deux autres types de coordination cette fois-ci qui vont vraiment venir rentrer en jeu sur la production de force. La première c'est la coordination intramusculaire, donc ça c'est la capacité d'avoir un influx nerveux qui va recruter plus d'unités motrices, donc forcément le muscle a plus de capacité contractile pour produire de la force. Et la deuxième type de coordination, c'est la coordination intermusculaire. Donc là cette fois-ci on repart sur le principe de travail de pattern, donc de poussée, tirage et de mouvement de hanche. Là on est vraiment sur l'idée que forcément ton pec il a un certain potentiel de contraction avec l'avant de ton épaule, avec les triceps qui sont les trois muscles principaux de la poussée, et que bien sûr forcément les avant-bras, les muscles de la coiffe des rotateurs, etc. vont rentrer forcément en jeu pour venir stabiliser le mouvement et produire une compensation et une certaine force pour t'aider à déplacer ta barre du point A au point B avec une charge toujours plus conséquente, ou alors en augmentant la vitesse sur une charge que tu maîtrises déjà. Si on parle un petit peu d'entraînement pour lier le facteur nerveux au facteur prise de force, c'est un travail globalement avec des charges lourdes en pourcentage du 1 RM, au-dessus des 80% du 1 RM, l'alternance de travail lourd et de travail technique, voire de travail de lourd léger. Donc là on a un travail de lourd et un travail de vitesse combiné pour développer un peu plus le facteur nerveux. Et ensuite c'est ce qui nous amène justement sur notre troisième point, qui dit forcément vitesse d'exécution et léger, dit étirement et contraction retour. Donc le troisième facteur c'est le facteur étirement. Donc c'est vraiment ça qui est très important, c'est l'étirement qui va potentialiser la capacité de contraction, et c'est lié à ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Donc on a dit que l'étirement potentialisait la contraction et on va parler du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, je vais sortir une petite définition grâce à mon iPad. Il n'a pas été financé par cette chaîne YouTube, absolument pas. Donc si vous voulez donner un pourboire, n'hésitez absolument pas à prendre du coaching, au moins vous aurez un retour sur investissement là-dessus. Mes liens sont dans la description de la vidéo, c'était l'instant placement de produit, place à la définition. On est sur une contraction réflexe d'un muscle soumis à un allongement qui a pour rôle de maintenir celui-ci à une longueur adéquate au maintien postural déterminé par le système nerveux central, et dont la tendance à s'opposer aux modifications de longueur musculaire avec une constitution de boucle de rétroaction négative est primordiale. Maintenant on vulgarise tout ça. Le réflexe myotatique, c'est un mécanisme qui a été mis en place, qui est mis en place au quotidien dans ton corps pour éviter un trop grand étirement du muscle et éviter une potentielle blessure ou un déséquilibre postural qui peut mener à un accident ou à un gros problème. Comme exemple, je prends par exemple un travail d'arraché à la barre. D'arracher à la barre. Si ce réflexe myotatique n'était pas en place, il y aurait beaucoup de chances que l'épaule ne soit plus stabilisée et aille chercher trop loin vers l'arrière, ce qui pourrait potentiellement engranger des blessures musculaires au niveau de la coiffe des rotateurs, une dislocation de l'épaule, etc. Tu l'as bien compris. Donc c'est une très grande contraction retour suite à un étirement, mais ça peut quand même t'aider à bénéficier de plus de force. Je vais te mettre un extrait en vidéo pour que tu comprennes bien ce qu'est réellement le réflexe myotatique et comment il peut être servi dans le monde du sport à l'heure actuelle pour produire plus de force. Mais c'est le principe du travail de pliométrie, étirement donnant une contraction retour. Donc là on a un gain, c'est une sorte de gain de vitesse aussi, et le travail en lourd léger comme la méthode bulgare s'appuie énormément sur le travail pliométrique pour le développement de la force. Je t'invite à checker un petit peu ça, et si tu veux que je fasse
fasse une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Maintenant que tu sais quelles sont les possibilités en termes de développement de force, que tu connais le principe des facteurs structuraux, nerveux et du facteur étirement dans le développement de la force, le but c'est de mettre en place pour toi une méthode qui serait intéressante. Moi ce que je veux faire c'est de donner des tranches de reps et à quel type de stimulation elles correspondent. Je parle en RM, donc en répétition maximale, la première tranche de 1 à 3 RM. Donc c'est pas 1 à 3 reps à 20% de ce que tu es capable de faire, ok? On parle vraiment de pourcentage du RM. 1 à 3 RM, on est sur un facteur principalement nerveux, développement du facteur nerveux en masse sur ce type d'exercice, donc coordination intermusculaire et la synchronisation globale. Et la coordination globale. De 3 à 6 RM, là on est sur un travail de force en transfert vers l'hypertrophie, hypertrophie fonctionnelle. Donc là on n'est plus sur le travail réellement de force maximale, mais de force transférable vers d'autres capacités qui tendent petit à petit vers un travail d'endurance. 3 à 6 RM, on n'est encore pas sur un travail d'endurance de force. De 6 à 12 RM, là on est sur un travail qui se rapproche de plus en plus de l'hypertrophie, avec toujours plus on se rapproche des 6, un travail de recrutement nerveux, un travail de force. On peut résumer ça en disant que c'est un travail de force avec prédominance de l'hypertrophie, du gain de masse musculaire. Et au-dessus des 15 RM, je dirais de 15 à 30 RM, on est toujours sur un facteur de développement de la masse musculaire. Ça a été prouvé dans des études. Je peux vous retrouver les sources si besoin, il n'y a pas de problème. Abonne-toi sur mon Insta, tu me fais un DM et je t'envoie tout ça. En plus, ça fait des abonnés en plus et on crache pas dessus. Donc, au-dessus de 15 RM, 15 à 30 RM, développement de la masse musculaire, mais aussi gros facteur, enfin surtout gros facteur énergétique. Là-dessus, développement des facteurs énergétiques et des différentes filières. Donc là, on est clairement sur un travail d'endurance de force. On passe en bref sur les différents types de fibres qui composent ton muscle, qui composent chacun des muscles striés squelettiques, donc les muscles qui sont facilement hypertrophiables et pas les organes, pas tout le reste. Fibres lentes et fibres rapides. 3 types de fibres, lentes et rapides et mixtes. Ça complique les choses, hein. Non, tu verras, c'est très simple. Premier type de fibres, les fibres de type 1. Donc là, c'est des fibres qui ont un potentiel de force qui est très limité, par contre, qui ont une résistance à la fatigue vraiment très élevée. Donc là, on est plutôt sur un profil endurance. Les fibres lentes n'ont que la moitié du diamètre des fibres rapides et elles mettent environ 3 fois plus de temps à se contracter que les fibres rapides. Donc c'est des fibres qui sont conçues pour avoir un effort répété dans la durée et dans le temps. Comme je vous disais, plutôt un profil endurance, quelque chose de très répandu chez le marathonien par exemple, mais on en possède tous dans son muscle. C'est des fibres dites rouges puisque forcément c'est elles qui transportent une quantité d'oxygène beaucoup plus grande que les fibres rapides, les fibres de type 2A ou 2B. Les fibres de type rapide, donc du coup ont des segments beaucoup plus gros et une capacité de contraction en termes de vitesse beaucoup plus rapide. Ça, vous l'avez bien compris, elles servent notamment dans les efforts plutôt courts et intenses. À savoir que les types de fibres 2A, 2B et 1, dans tous les cas, seront quand même contractés lors d'un effort musculaire à des degrés différents, durant des durées complètement différentes, mais c'est pas soit l'une soit l'autre. Les fibres rapides de type 2A sont des fibres dites mixtes, donc c'est des fibres qui ont une résistance à la fatigue moyenne, alors que les fibres de type 2B ont une résistance à la fatigue vraiment très limitée. Donc on peut dire fibres de type 1, haute résistance à la fatigue et force faible. Les types 2A, fatigue moyenne et force moyenne. Et ensuite les fibres de type 2B, production de force importante et fatigue vraiment très élevée dans le temps. À savoir qu'il y a un principe scientifique qui est appelé le principe de taille, comme quoi les fibres lentes sont recrutées bien avant les fibres rapides. Ça c'est à savoir parce que ça peut changer énormément le potentiel de recrutement et donc la capacité de force d'un athlète. Si on se place à l'échelle d'un débutant, au début il y a un recrutement de peu de fibres musculaires. Au bout de quelques semaines, on va avoir plus d'unités motrices engagées, recrutées sans gain de masse musculaire, sans gain d'hypertrophie au sein du muscle. Et ensuite, un début d'hypertrophie, puis l'hypertrophie sera le principal gain
de force de l'athlète. Ça s'explique très simplement par le fait que au bout d'un moment, ton système nerveux il est suffisamment habitué à envoyer des influx et à recruter correctement tes muscles et à faire la bonne coordination. Donc quand ce travail là est fait, la seule chose qu'il peut vraiment continuer à faire, c'est des améliorations. Enfin, tu peux faire des améliorations techniques sur tes mouvements pour être plus fort, et ensuite forcément c'est développer le facteur structurel, donc la taille de tes fibres, la taille de tes unités contractiles pour réussir à produire plus de force. Si je dois résumer un petit peu ce que tu dois faire pour progresser en force et comment tu dois agencer ton entraînement, travaille avec des charges lourdes en pourcentage de ton RM, vérifie d'avoir quand même un travail hypertrophique intéressant si tu estimes que tu n'as pas une masse musculaire suffisamment développée et que tu vois que tu commences à stagner en termes de travail de force. Et ensuite, utilise la pliométrie pour lier la force avec la vitesse, la capacité de force-vitesse étant une capacité vraiment très intéressante pour le développement de la force maximale. Je pense qu'on a vraiment fait le tour du principe de base, des principes de base du développement de la force en musculation. Si tu veux une partie 2 et qu'on rentre vraiment plus dans les détails, qu'on parle vraiment plus des méthodes bulgares, des différentes méthodes de force, comment on peut calculer certaines choses, etc. et comment on peut aller chercher vraiment plus loin, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Moi je me ferai un plaisir de pouvoir faire ça et de vous instruire toujours plus là-dessus. C'est vraiment un gros kiff de pouvoir vous expliquer tout ça et qu'on comprenne ensemble comment les choses peuvent bouger et comment vous en tant qu'athlète vous pouvez progresser, que ce soit en musculation pure, en force pure, ou alors pour mettre ces enjeux là au service d'autres modalités, d'autres sports bien particuliers. Donc c'était Joe Training, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi j'ai adoré passer ce moment là avec toi. Si tu es toujours là à la fin de la vidéo, commente Force Max en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. N'oublie pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer.